Bonjour et bienvenue dans Terre d'Asphalte. Au sommaire de ce 25e numéro, nous partirons sous le soleil de Tenerife, au volant de la nouvelle et première Audi S3 berline. Nous nous rendrons ensuite sur la côte amalfitaine, non loin de Naples, au guidon de la nouvelle Yamaha XT1200 Z2 avec ses nouvelles suspensions. Puis nous terminerons ce numéro de Terre d'Asphalte sous la neige du Jura avec le Mitsubishi Outlander hybride rechargeable. Allez, en route! L'Audi A3 se décline en 4 carrosseries, mais pas la S3, enfin pas tout à fait puisque cette berline est la troisième silhouette en attendant le cabriolet. En France, le hatchback, ou plus exactement le haillon, a toujours le vent en poupe. C'est nettement moins le cas des berlines, jugées souvent assez pataudes d'un point de vue stylistique. Il faut reconnaître à la A3 berline un joli coup de crayon qui pourrait réconcilier le public tricolore avec les tricors. D'ailleurs, Audi vend autant d'A3 berlines que de 3 portes 2 mois après son lancement. Le coffre est en effet particulièrement bien intégré visuellement sur cette A3 qui mesure 20 cm de plus que la 3 portes et partage de nombreux traits de carrosserie avec le cabriolet puisque ces deux silhouettes sont très proches en conception. La face avant est semblable à toutes les autres S3 avec des optiques étirées, un bouclier aux angles marqués dans la partie basse et une large calandre avec ses traits chromés, sans oublier bien entendu le petit logo S3 apposé. On retrouve également ce logo sur les étriers de frein et à l'arrière. Cette poupe est donc propre à la berline qui offre un volume de coffre légèrement supérieur aux autres carrosseries de l'A3. Un petit béquet dynamise l'extrémité de la malle et les deux longs feux rouges ressortent particulièrement bien avec ce coloris blanc. À la base du bouclier, 4 sorties d'échappement encadrent le petit diffuseur. Dans l'ensemble, cette S3 berline joue la carte de l'élégance et reste assez discrète visuellement sur ses performances dynamiques. Car cette berline, qui vise une utilisation familiale, vise aussi de coller les enfants au fond de leur siège par ses performances. La gamme S3 s'agrandit, on avait l'S3 3 portes, l'S3 Sportback que l'on a lancé il y a juste quelques mois. Maintenant c'est la S3 berline, une carrosserie donc berline 4 portes qui est lancée et dans un avenir assez proche, d'ici quelques mois, nous aurons la S3 cabriolet. Toutes ces 4 carrosseries de S3 ont en commun le même moteur, c'est un 2 litres TFSI qui est entièrement nouveau, bi-injection, 300 chevaux, un couple de 380 Nm, d'excellente performance, en nette amélioration par rapport au modèle précédent puisqu'on gagne 0 seconde 6 au 0 à 100, puisqu'on a maintenant un 4 secondes 9 sur la Sportback comme sur la berline en S3. Les consommations gagnent presque 20% par rapport à l'ancien modèle de 2006, donc une voiture qui est en gros progrès sur tous les points. En effet, son moteur 4 cylindres 2 litres TFSI de 300 chevaux affiche également un important couple de 380 Nm, disponible très bas dès 1800 tours par minute. Avec la boîte manuelle à 6 rapports que nous avons, la S3 berline est capable d'abattre le 0 à 100 en 5 secondes 3 et seulement 4 secondes 9 avec la boîte S-Tronic, soit 4 dixièmes de moins. Mais ce n'est pas le seul atout de cette S3, loin de là. Avec son gabarit compact qui lui confère une certaine légèreté et sa transmission intégrale Quattro, la S3 brille par une très grande facilité de prise en main, et ce, quelle que soit l'allure adoptée. Le système Audi Select Drive, dont elle est équipée de série, permet d'ajuster à sa conduite la réponse à l'accélérateur, la direction assistée et pour ceux qui l'ont, le comportement de la boîte S-Tronic. Cette S3 est ainsi capable d'être tantôt une familiale confortable, tantôt une sportive affûtée. Néanmoins, avec le châssis sport abaissé de 25 mm et les jantes de 19 pouces, notre S3 remonte sans ménagement les moindres défauts du revêtement. En revanche, on ressent parfaitement le guidage du train avant et le placement de l'auto en courbe. D'ailleurs, même si c'est une quattro, la répartition de la motricité fait la part belle au train avant. Avec son couple disponible de 1800 à 5500 tours par minute, la réponse à l'accélérateur est immédiate pour ce moteur qui nous mène jusqu'à la zone rouge très rapidement
obligeant à être très attentif à ces changements de rapport pour maintenir un bon rythme. La sélection est sans doute la chose à laquelle on porte le plus d'attention, tellement le reste est facile à l'usage, que ce soit la précision du châssis, que certains trouveront pas assez joueur, la puissance du freinage ou le ressenti de la direction. L'intérieur est semblable à celui de toute la famille S3. On retrouve toutes les caractéristiques des S3 avec, dans le désordre, le volant avec son méplat, la planche de bord avec le grand écran tactile rétractable en haut de la console centrale, ou encore les buses d'aération toutes rondes. À gauche du levier, le bouton de démarrage sans clé et devant lui, la molette de sélection qui donne accès à toutes les fonctions proposées sur l'écran en la tournant, la pressant ou l'affleurant. On relève la présence d'un frein de parking électrique qui n'est pas toujours apprécié des amateurs de sport auto, mais cette berline, malgré ses performances, reste familiale. On regrette d'ailleurs que l'allongement ne profite finalement qu'au coffre, les places arrière ne semblent pas plus logeables que dans les autres carrosseries. À l'avant, l'accueil offert par cette sellerie mêlant cuir et alcantara est particulièrement agréable avec un bon équilibre entre le confort et le maintien. Au final, cette S3 berline offre tout l'agrément d'une berline pour un usage plus familial et toutes les performances de la S3 pour le plaisir, même s'il est bien entendu un peu plus lourde et longue que sa sœur 3 portes. Le moteur répond toujours instantanément à la moindre sollicitation et ne semble jamais à bout de souffle. Avec la précision de son châssis, pas assez joueur pour certains, sa transmission intégrale et un comportement toujours aussi sûr, elle met en confiance quel que soit le rythme adopté. Certes, les places arrière ne sont pas les plus logeables, surtout la centrale avec le passage de la transmission, et le volume du coffre aurait mérité de gagner un peu plus, mais au final, Audi propose un tricorps qui ne manque pas d'attrait en alliant parfaitement l'élégance et la sportivité. On peut hésiter avec deux autres véhicules pas totalement comparables mais tout de même compacts et sportifs, la BMW M125i X-Drive à partir de 50 250 € ou la Mercedes-Benz CLA 45 AMG 4MATIC à partir de 60 600 €. De notre côté, on aime bien le comportement très sûr de cette S3 berline, la facilité de la prise en main et l'équipement de série riche. Et on aime un petit peu moins l'espace réduit à la place centrale arrière, le volume du coffre peu agrandi et le frein de parking électrique. On termine par la fiche technique de l'Audi S3 berline avec sa boîte manuelle à 6 rapports. Elle est disponible à partir de 47 690 €. On relève quelques chiffres intéressants, la puissance de 300 chevaux, le couple de 380 Nm dès 1800 tours par minute, sa masse assez réduite de 1295 kg, une consommation mixte officielle bien sûr de seulement 7 litres au 100, et bien entendu le 0 à 100 en seulement 5 secondes 3. Yamaha n'en finit pas d'agrémenter sa Super Ténéré pour aller détrôner la fameuse GS. Pour 2014, la XT1200 Z2 en aura la tâche. Pour 2014, il n'y a pas réellement de grosses évolutions, mais plutôt des petits ajustements pour bonifier le produit phare de la gamme Trail chez Yamaha, cette XT1200 Z2 Super Ténéré. La concurrence est nombreuse sur le créneau des gros trails et la nouvelle GS ne manque pas d'attrait ni de fans, une fois de plus, alors Yamaha place la barre encore plus haut en s'inspirant des équipements découverts sur la nouvelle FJR. Et oui, c'est en effet une bonne partie de l'équipement de cette grande routière qu'on retrouve sur la XT1200 Z2. Esthétiquement, il n'y a pas de gros changements en dehors des clignotants à LED et des rétroviseurs empruntés à la gamme MT pour plus de modernité.
Le réservoir est toujours assez large, mais se tient correctement avec les genoux. La selle réglable en deux hauteurs 845 ou 870 mm est confortable, mais peu étroite sur l'avant pour ceux qui ont de petites jambes, et la protection de l'échappement appuie toujours à l'arrière du mollet gauche lorsqu'on roule debout. Le guidon est pour sa part nouveau et en aluminium. Il est un peu plus haut pour laisser la place aux connecteurs au sommet des tubes de fourche. En effet, les suspensions avant et arrière se règlent électroniquement comme sur la FJR sur 3 niveaux, soft, standard et hard, qu'on peut ensuite ajuster sur 7 entre +3 et -3. La précharge se règle également qu'on roule seul, à deux, avec ou sans bagage. Tout se fait depuis les boutons au commode gauche, en roulant, sauf pour la précharge. D'autres choses sont accessibles depuis ces boutons, comme par exemple les poignées chauffantes, qui sont maintenant de série. Sur ce commodo très chargé, on trouve également les boutons du régulateur de vitesse de série lui aussi. À droite, un unique bouton permet de passer d'un mode de conduite à l'autre. Enfin, le pare-brise qui ne pouvait pas se régler sans outil peut maintenant l'être avec ses deux mains, mais la manipulation est fastidieuse, peu rapide et surtout impossible à faire en roulant. La molette de la GS est infiniment plus pratique. À la conduite, on retrouve le confort connu de la Super T, aucun changement de ce point de vue. Les évolutions concernent la partie cycle avec les suspensions à réglage électronique et la réponse du moteur. Il y a toujours deux modes, mais ils sont bien plus distincts. Disponible dès 2000 tours par minute, le mode standard se montre assez souple pour un usage touristique ou tout simplement en ville. Le mode sport est bien plus réactif à bas régime, mais surtout lorsqu'on passe les 5000 tours par minute. La Yamaha répond instantanément lorsqu'on tourne la poignée pour nous propulser d'un virage à l'autre. Dommage que la sonorité de cet échappement soit toujours aussi peu flatteur, surtout pour un bicylindre. Malgré tout, la différence entre les deux modes est très nette, comme on peut les changer en roulant, c'est parfait. L'écart est aussi très sensible sur le réglage des suspensions, bien plus qu'avec la FJR puisque les débattements sont évidemment bien plus grands. Le mode soft assure un excellent confort et le mode hard limite grandement la plongée sur les prises de frein ou le cabrage lorsqu'on ouvre en grand en sortie de courbe sur cette machine qui affiche tout de même 265 kg sur la balance. Cela atténue nettement les variations d'assiette et les mouvements générés par l'arbre de transmission non articulé. L'anti-patinage réglable sur deux niveaux ou désactivable est aussi discret qu'efficace, mais on regrette toujours que l'ABS ne soit pas déconnectable, surtout à l'arrière lorsqu'on roule sur des chemins à l'adhérence précaire. Plus que jamais, la nouvelle Yamaha XT 1200 ZE Super Ténéré sait tout faire et pas mal du tout. Vive et confortable, que ce soit sur la route comme sur les chemins, la Super T semble capable de nous emmener au bout du monde. On apprécie grandement les modifications apportées au mode de conduite et les suspensions à réglage électronique, des réglages vraiment efficaces et différents les uns des autres. L'équipement enrichi avec le régulateur de vitesse et les poignées chauffantes de série est appréciable, tout comme le pare-brise qui se règle maintenant plus facilement, mais sur ce point, on ne peut pas dire que ce soit très pratique, ni très rapide quand même. Encore améliorée, la nouvelle Super Ténéré affiche donc des sérieux arguments dynamiques et un équipement rarement aussi riche chez la concurrence, mais ne vient toutefois pas inquiéter l'étonnante homogénéité et la facilité de la R1200 GS. Quoi qu'il en soit, la Yamaha dans cette version 2014 apparaît être une excellente alternative.
On peut hésiter avec la BMW R1200 GS à partir de 15 500 €, ou pourquoi pas la Moto Guzzi Stelvio 1200 à partir de 14 999 €. De notre côté, on aime bien l'équipement, riche de série, les modes vraiment différents et l'efficacité des réglages de suspension. Et on aime un petit peu moins le poids de 265 kg assez haut perché, le réglage fastidieux du pare-brise et l'ABS non déconnectable même pas à l'arrière. On termine avec la fiche technique de la Yamaha XT1200 ZE Super Ténéré. Elle est disponible à partir de 15 999 €. Sa version World Crosser l'est à partir de 17 499 €. On note deux choses importantes. Sa hauteur de selle qui se règle à deux niveaux, 845 ou 870 mm selon votre longueur de jambe. Et bien sûr le poids de 265 kg qui est tout de même un petit peu important. Mitsubishi crée un antécédent dans l'univers du 4x4 avec un Outlander hybride rechargeable. Une technologie innovante pour un 4x4 étonnant. On trouve des hybrides, des 4x4, des véhicules rechargeables, etc. mais pas tout à la fois. Mitsubishi fait un grand pas en avant avec cet Outlander PHEV, un 4x4 qu'on peut utiliser en mode électrique si on le souhaite, ou comme un hybride classique. Sa particularité est technologique avec la combinaison de deux moteurs électriques, un à l'avant et un à l'arrière, et d'un moteur thermique essence qui peut soit faire office de générateur pour alimenter les batteries, soit animer directement le train avant. On peut donc rouler en tout électrique, en hybride série ou en hybride parallèle pour un trajet quotidien ou un voyage plus long. Pour se rendre compte de cette technologie, nous avons fait un test longue durée durant presque 2000 km très variés. Si la technologie est innovante, le design l'est moins. En dehors de ce coloris spécifique qui lui va plutôt bien et des optiques claires à l'avant comme à l'arrière, on retrouve les traits d'un Outlander à motorisation classique. À l'avant, la calandre en deux parties et l'imposant bouclier donnent un volume conséquent à ce 4x4, même si quelques chromes sont présents. Le profil montre pourtant que l'avant est presque fin au regard des proportions de l'arrière. La poupe est en effet particulièrement massive, surtout avec ce coloris clair et les feux qui ne ressortent quasiment pas. Le jonc chromé sous la lunette arrière semble être la seule finesse de ce coup de crayon. De toute évidence, le style n'est pas l'atout majeur de cet Outlander PHEV. C'est à la conduite qu'on trouve tout l'intérêt de ce 4x4 innovant. Sa transmission intégrale permanente fonctionne sans arbre de transmission, juste avec les deux moteurs électriques. On roule ainsi sur la neige sans souci et le tout-chemin lui convient parfaitement comme un Outlander classique. Lorsque la route se dégage, on peut par contre rouler en tout électrique jusqu'à 120 km/h ou en hybride selon l'état de la charge de la batterie. On peut parcourir sans encombre plusieurs dizaines de kilomètres sans essence, qu'on soit en ville, sur autoroute ou en montagne comme ici. C'est étonnant et lorsque le moteur essence se met en route, soit parce qu'on a besoin de plus de puissance, soit parce que la charge de la batterie est trop faible, on ne l'entend pas trop. Si on ajoute à ceci un roulis réduit grâce au centre de gravité abaissé avec le poids des batteries dans le plancher, rouler en Outlander PHEV n'est pas très dynamique, mais parfaitement zen. La transmission automatique, l'amortissement assez souple et le freinage sans brutalité participent grandement à cette sensation. Le confort est au rendez-vous sur de longues distances et sa grande facilité de conduite nous ferait presque oublier son gabarit sur nos petites routes du Jura. Seule l'autonomie est moindre. Sur autoroute, il faudra repasser à la pompe tous les 450 km environ en combinant les deux énergies, essence et électrique. L'espace à bord est conséquent avec un excellent accueil à l'avant et même à l'arrière avec de la place pour les jambes pour tout le monde. Le coffre est vaste et il y a même quelques petits espaces de rangement sous le plancher malgré la présence du moteur électrique. Le câble de recharge se range ici. Car si on ne recharge pas son véhicule avec le moteur essence, on peut tout simplement le brancher avec une des deux prises prévues. Dommage que le couvercle ne fasse pas plus qualitatif avec ce clong à la fermeture. A l'intérieur, quelques équipements sont spécifiques à notre motorisation hybride. On retrouve par exemple sur le grand écran tactile des informations sur les flux d'énergie, notre consommation ou notre performance écologique. Le flux se retrouve au centre du tableau de bord
au-dessus de l'indicateur des rapports. On peut bénéficier de rapports B0 à B5 pour avoir plus ou moins de frein moteur en descente. C'est très efficace et se gère simplement depuis les palettes au volant. On voit aussi si on est en mode normal, charge pour recharger la batterie ou save pour maintenir le niveau de charge. Si tout est automatique, ceci ne l'est pas, il faut presser un des deux boutons à côté du levier de vitesse. On relève aussi le bouton 4 roues motrices pour forcer cette transmission plutôt que la priorité sur les roues avant. Au final, Mitsubishi, qui avait lancé la citadine e-MiEV tout électrique il y a quelques années, s'aventure maintenant sur le marché des hybrides rechargeables avec un 4x4. Capable de rouler totalement à l'électricité ou de combiner en série ou en parallèle son moteur essence, il faut reconnaître que le résultat est convaincant en étant à la fois agréable et pertinent, puisque dans le centre urbain, on peut approcher les 7 litres au 100 pour un 4x4 de ce gabarit. L'Outlander a même gagné un peu d'agrément avec cette transmission tout en conservant de nombreuses facilités pratiques. Bref, de quoi réconcilier l'amateur de 4x4 et l'écologiste pour peu qu'on prenne la peine de bien gérer sa consommation électrique pour des trajets quotidiens. Le souci dans nos contrées résidera par contre certainement dans le tarif, puisqu'en motorisation hybride, l'Outlander n'est proposé qu'au plus haut niveau de finition à 53 900 € ou 49 900 € une fois les aides déduites, soit presque 10 000 € de plus qu'avec le moteur 2 litres de diesel et une boîte automatique. On peut hésiter avec le Mitsubishi Outlander 2 litres de diesel de 150 chevaux avec sa boîte automatique à partir de 39 990 €, ou pourquoi pas le Toyota Land Cruiser diesel de 190 chevaux à partir de 37 050 €. De notre côté, on aime bien l'hybridation convaincante, le confort et l'agrément général, ainsi que les équipements proposés. Et on aime un petit peu moins l'appui sur moins pour avoir plus de frein moteur et inversement, l'ergonomie de l'infodivertissement et quelques finitions peu qualitatives. On termine avec la fiche technique du Mitsubishi Outlander PHEV. Il est donc disponible en avril à partir de 49 900 € une fois les aides déduites. On relève la combinaison du moteur essence et des deux moteurs électriques pour une puissance importante et un couple très important lui aussi. Bien entendu, les émissions de CO2 qui sont très faibles et le réservoir qui est un peu petit pour une grande autonomie. Et voilà, c'est terminé pour ce 25e numéro de Terre d'Asphalte. On se retrouve sur la même chaîne à la même heure le 4 avril avec les essais de la nouvelle Mercedes-Benz Classe C et de deux motos, la néo-rétro BMW 90 et la KTM Adventure 1190R avec un ABS révolutionnaire. D'ici là, bonne route à tous et à bientôt!